On va commencer. Ça marche? Oui. Bienvenue maintenant sur le panel sur l'eau. Nous avons encore quelques experts ici avec nous aujourd'hui. Mathieu, notre voix très locale de Québec. Moi, je passe la parole tout de suite. Je vous demande de faire votre propre présentation sur vous-même. Puis, je pense que ça va être 10-15 minutes à peu près. Puis, ça va être encore une fois une question-réponse avec moi-même comme panéliste. Et c'est Jeff qui va faire la Q&A, qui va être le rôle de modérateur, et Matt DeCero, expert en Water Equities. Je passe la parole. Merci beaucoup, Lenka. Alors, Mathieu Laneuville, je suis président-directeur général de Réseau Environnement. Comme Lenka a mentionné, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un portrait pour le Québec, la situation, pour ouvrir la table aussi, pour qu'ensuite, messieurs, puissent amener des nouveautés qu'on n'a pas nécessairement encore pensées dans notre giron. On est souvent des gros enjeux de financement des services d'eau au Québec. On pense tout le temps aux 3 paliers, municipal, provincial, fédéral, et de voir comment un 4e joueur, justement, le secteur privé, pourrait aussi apporter une contribution. Parce que vous allez le voir, il y a des bons enjeux. Juste vous mentionner, Réseau Environnement, c'est la plus grande association de spécialistes en environnement au Québec. Environ 3000 membres de tous les secteurs. On a organisé, par exemple, la COP 15 à Montréal sur la biodiversité et on fait des grands événements là, comme Americanon et le Salon des technologies. De mon côté, Mathieu, je suis ingénieur spécialiste dans le domaine de l'eau depuis 15 ans. J'ai fait 10 ans au ministère des Affaires municipales pour la stratégie du Québec en économie d'eau potable. Alors, c'est quand on a commencé à installer les compteurs d'eau, la recherche de fuite, tout financer le coût des services d'eau et depuis 5 ans chez Réseau Environnement. Alors, le contexte du Québec, grosso modo, juste vous rappeler, on a quand même la chance d'avoir 3 % des eaux renouvelables de la planète. Par contre, on a une très grande perception d'abondance et de quelque chose qui est gratuit. Je me rappelle ce matin, là, on a parlé quand même un petit peu rapidement là, de l'enjeu de l'eau et on disait « water is free ». Mais c'est pas vrai que « water is free ». Puis je voudrais amener aussi la différence que il y a 2 choses, puis ça va être vraiment 2 éléments dans la présentation que je vais vous faire. Il y a un coût pour la ressource en eau et il y a un autre coût pour les infrastructures en eau, ce qu'on appelle les services d'eau. Alors vraiment qu'on fasse la distinction là, entre les deux. Je vais juste revenir quand même vous dire, le dernier point, c'est que sur les 1100 municipalités au Québec, environ 800 ont un réseau de distribution d'eau municipale. Les autres, grosso modo, c'est de l'assainissement décentralisé, des puits privés ou des fosses septiques privées. Mais la majorité des municipalités, quand vous avez de l'eau, c'est de l'eau municipale, comme par exemple ici au HEC. Dans le contexte aussi, je voulais vous dire, quand on distribue de l'eau dans le réseau municipal, environ, là, si on prend une tarte, puis on la coupe en deux, environ 50-60 % de l'eau, c'est de l'eau résidentielle. Alors, chacun de nous tous à la maison, c'est environ la moitié. Après ça, 20-25 %, c'est les fuites d'eau dans les réseaux de distribution. Puis un autre 20-25 %, c'est le secteur non résidentiel, juste pour que vous ayez une idée. Si on regarde ici le graphique, ce n'est pas tant les valeurs qui sont intéressantes, c'est un graphique qui date un peu. Vous avez dans le fond le prix puis les consommations. La seule chose que je veux que vous voyez là-dessus, parce que là, les prix sont à peu près le double rendus maintenant, les consommations diminuées, mais c'est que c'est inversement proportionnel. Vous voyez vraiment, quand on donne un signal de prix, on en a parlé ce matin avec Luc Godbout et Pierre-Olivier, quand on donne un signal de prix avec l'élasticité, mais on amène des changements de comportement et on le voit là, quand même bien sur ce graphique-ci. Si on se rapproche plus au niveau canadien, vous voyez à peu près la 5e barre là, qui est plus pâle, le Québec. Vous voyez quand même, là, dans le fond, c'est le coût qu'on paye. Là, il est beaucoup plus bas. Le Québec est vraiment le plus bas dans toute la Confédération canadienne. Et qu'est-ce qu'on va voir par la suite sur le prochain graphique? On est dans les coûts les plus bas, on est dans les compteurs d'eau implémentés les plus bas, mais on est dans les consommations aussi les plus élevées. Alors, beaucoup plus grand que ce qu'on peut retrouver en Ontario, au Canada, mais surtout beaucoup plus grand aussi, 2 fois plus qu'en Europe. Puis ça, d'un point de vue économique, ça nous questionne parce que ça veut dire qu'en ce moment, si on a 200 milliards d'infrastructures en eau, puis qu'on consomme 2 fois plus qu'en Europe, bien, ça veut dire qu'on paye très cher nos infrastructures par chaque mètre cube qu'on consomme. Fait que ça, quand même, d'un point de vue économique, ce qui est intéressant comme potentiel d'économie d'eau, bien, c'est que tout ce qu'on va faire comme économie d'eau, mais on pourrait amener plus d'utilisateurs, que ce soit du secteur non résidentiel, plus de population, sur les mêmes réseaux, être plus de contribuables sur ces mêmes infrastructures d'eau. Et c'est là que l'économie d'eau, c'est payant. Alors, comme je disais, il y a vraiment deux enjeux dans l'eau.
Il y a le service d'eau, qu'on va parler un petit peu plus tard. Puis là, je vais vous parler de la ressource en eau, l'eau en tant que soi. Alors, pour l'eau en tant que soi, je vais juste vous rappeler que l'eau, c'est un bien commun. Souvent, on se pose la question, est-ce que c'est comme l'électricité, c'est-tu national, c'est des compagnies privées, c'est le gouvernement? Ce n'est pas le gouvernement qui a l'eau, ce n'est pas plus les compagnies privées, c'est vraiment un bien commun, ça n'appartient à personne. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le ministère de l'Environnement, il donne des permis pour qu'on puisse prélever de l'eau. Et ça, je pense que mes collègues ensuite vont vous parler un peu des modèles d'affaires comme on peut retrouver aux États-Unis, de comment ça peut se vendre après ou tout ça. Mais en ce moment, si des fois vous avez entendu parler d'Olivier Primo qui était supposé venir avec nous aujourd'hui, ce qu'Olivier a, c'est pas, il ne possède pas l'eau du Québec, il possède des permis pour aller prélever de l'eau. Dans ces permis-là, évidemment, le gouvernement réglemente et aussi le gouvernement amène aussi, depuis 2011, des royautés, c'est-à-dire qu'il met un coût sur la ressource en eau. Il y a plusieurs années, peut-être que vous vous rappelez d'une ministre qui s'appelait Lynn Beauchamp, elle a eu le courage de dire on va mettre un coût sur la ressource en eau. Beaucoup de monde ont dit ben c'est des peanuts, c'était 1/4 dessous du mètre cube. Un mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, là, c'est 1000 litres d'eau. Fait que c'était 1/4 dessous pour 1000 litres d'eau. On consomme ça, peut-être à la maison, on consomme ça dans une journée, une famille de 4, avec toute la toilette et toutes les choses. Fait que, grosso modo, on mettait 1/4 dessous pour ça. C'était un premier signal qu'on se donnait de dire que l'eau a une valeur. En 2024, puis je vois mon collègue Justin Leroux qui est ici, on a travaillé très fort chez Réseau Environnement avec un mémoire pour amener aussi un aspect de dire c'est beau qu'il y ait un signal de prix, mais il faut amener aussi des changements de comportement. Alors, on a augmenté les taux de 7 sous jusqu'à plus de 50 sous du mètre cube, surtout pour les embouteilleurs en eau. Il y a des fois des compagnies qui prélevaient de l'eau directement des services d'aqueduc à 1 $ du mètre cube, qui leur vendaient 1 $ le litre. Fait que c'était d'amener aussi cette conscience-là. Puis, qu'est-ce qui était bien dans les recommandations qu'on a faites chez Réseau Environnement qui ont été acceptées, c'est que ces royautés-là vont être mises à jour à chaque 5 ans, ce qui nous donne le fait de pouvoir se mettre à jour. Il y a aussi ça suit l'inflation, ce taux-là, mais on va arriver aussi, après 5 ans, à pouvoir arriver avec d'autres recommandations. Dans le fond, Réseau, 90 % de nos recommandations avaient été tenues en compte, mais il en restait quelques-unes qu'on n'a pas pu tenir en compte par manque de temps. Alors là, on revient avec celle-là, c'est pour la prochaine réglementation qui s'en vient. La première recommandation qu'on fait, puis on en a parlé ce matin, c'est de dire il faut tracker nos usages, il faut vraiment savoir c'est quoi les données. Fait que nous autres, ce qui est important, c'est de dire qu'on met des compteurs d'eau partout où est-ce qu'il y a des prélèvements d'eau, parce qu'il y a encore beaucoup d'estimations. Fait qu'on peut bien gérer ce qu'on mesure. Je vais me retourner parce que c'est un petit peu petit là-bas. Puis, c'est ça de mettre obligatoire pour tout le secteur non résidentiel. On a parlé aussi ce matin de transparence. Pour nous, c'est important aussi qu'on sache, on en a parlé dans l'énergie, mais c'est important aussi dans l'eau, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds-là et c'est quoi les fonds qui sont prélevés. Alors, de rendre vraiment ça transparent. Et un autre point aussi, ça c'était Lenka ou Geneviève ce matin qui parlait aussi, par exemple, il y a des minières qui ont réussi à dire on a réduit beaucoup nos consommations, puis on ne voudrait pas des entreprises s'installent à tous les endroits parce qu'il y a des endroits qui sont plus vulnérables. Qu'est-ce qu'on propose? C'est de doubler le taux dans des endroits où est-ce que déjà on a des enjeux d'approvisionnement en eau pour nos propres citoyens et citoyennes. Ça fait partie des 3 recommandations là, qui s'en viennent. Je sais qu'une autre des questions qui a été posée ce matin par Luc Godbout, notre collègue, c'était par rapport au fonds bleu. Juste vous dire que le fonds bleu, parce qu'il se demandait par rapport aux autres fonds, c'est quoi? Mais juste vous dire, le fonds bleu, c'est seulement 500 millions de dollars. Ce n'est pas beaucoup par rapport à tous les besoins qu'il y a. Évidemment, c'est mieux que rien. Il faut savoir qu'en ce moment, il s'autofinance juste au tiers. Fait que c'est par les relevances qu'on a. Fait que c'est pour ça qu'on cherche des manières d'élargir la tarte puis d'augmenter les taux aussi pour qu'on puisse s'autofinancer bien là, à ce niveau-là. Puis comme Geneviève le disait, l'eau, ça a un prix aussi, la ressource comme les services. Puis on va en venir aussi aux services. Dans le fond, les services, c'est quoi? C'est quand, je vous vois boire de l'eau en ce moment, mais quand vous prenez de l'eau ou du café, qui prend de l'eau municipale, grosso modo, c'est pas l'eau du fleuve Saint-Laurent, c'est qu'on a produit de l'eau potable, on l'a distribuée, puis après ça, quand on tire la chasse d'eau ou qu'on voit que ça tombe dans l'évier, il y a une collecte des eaux usées, il y a un traitement des eaux usées. Fait que c'est 4 services. Grosso modo, ces 4 services-là, en moyenne, c'est 4 à 5 $ pour 1 mètre cube. Puis ça, actuellement, puis j'en parlais avec Pierre-Olivier tantôt, on a quand même un plus gros enjeu que l'électricité, parce que l'électricité, en ce moment, avec Hydro-Québec, on s'autofinance déjà sur le service. Qu'est-ce qu'on cherche avec le cap and trade, tout ça, c'est comme vraiment
amener des changements de comportement qui sont bons pour la nature, puis bons pour notre environnement, puis la santé. Mais dans l'eau, on ne s'autofinance même pas sur leur service public en tant que soi. Et on a le défi en parallèle aussi de financer la ressource. Alors, un sous-financement des services d'eau, on recouvre à peu près la moitié de ce qu'on devrait faire. On parle d'un déficit d'environ 20 milliards de dollars juste pour les infrastructures en eau. Si on compte la chaussée, qui est en dessous des infrastructures en eau, on monte à 45 milliards de dollars. En ce moment, il n'y a aucun ou presque pas de water tech, de technologie en eau en termes d'efficacité hydrique. Puis je sais que Matt va en parler tantôt. Il n'y en a presque pas qui sont rentables parce que le coût des services d'eau est très caché. On le paye un petit peu quand on achète notre jacket ou quand on paye nos impôts ou de façon très déguisée sur un compte de taxe municipale en fonction de la valeur foncière de notre municipalité, mais on n'a pas un signal de prix qui est clair comme d'autres services si on pense à notre téléphone cellulaire ou l'électricité. Puis, soit dit en passant, quand je parle de 5 $ du mètre cube, c'est peut-être un petit peu flou, mais au bout de l'année, ça revient à peu près à 800 $ par année, ce qui est le même prix que justement nos services comme l'électricité ou les cellulaires. L'autre chose aussi, c'est que contrairement à l'énergie, on n'a pas beaucoup de performance-based contracts, c'est-à-dire des entreprises qui pourraient dire, qui cognent à la porte des HEC et qui disent « Hey, monsieur Frédérico, je pense, le nom de votre directeur général, bien, Frédérico, nous autres, on peut venir ici, on va faire un contrat, ça va être super rentable, pas besoin de faire des investissements, nous autres, on s'en occupe et on va se payer avec l'efficacité énergétique qu'on va faire. Du côté hydrique, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas nécessairement de retour sur investissement vu qu'il n'y a pas le signal de prix. Et dernier point aussi que je tiens à mentionner, encore une fois avec le professeur Justin Leroux, il y a quelques années, avec le groupe AGECO, on a fait une étude pour démontrer que pour chaque dollar investi dans nos infrastructures en eau, il y a un retour sur investissement de 1,72 $ parce que c'est important pour nous de démontrer comment c'était rentable de faire ça. Alors, on a tout amené les externalités, puis on a internalisé ces coûts-là. Tu sais, quand on a un bris d'aqueduc, des refoulements d'égouts, après ça, bien, ça se ramasse dans les commerces, tout ça. Les commerces, après ça, ils se font payer par les assurances, mais les assurances poursuivent les villes. Fait on a tout amené, tous ces coûts-là, qui ne sont pas souvent internalisés. Aussi sur la santé humaine. Fait que tout ça nous amène aussi à 5 recommandations qu'on fait, pas pour mettre des plasters sur le contexte actuel, mais vraiment pour faire une réforme sérieuse au Québec. C'est quelque chose qu'on a fait en vraiment collaboration avec tout l'ensemble de l'écosystème au Québec, de la start-up à la grosse entreprise, au milieu académique, aux petites municipalités jusqu'aux grandes municipalités, les associations municipales, la société civile. Vraiment que Rebecca est ici présente dans la salle de haut secours. Alors vraiment, toutes les organisations s'y mettent ensemble pour se dire qu'est-ce qui pourrait faire du sens, pourrait faire un win-win-win pour tout le monde à ce niveau-là. Fait que la première recommandation qu'on fait, c'est vraiment de proposer un autofinancement des services d'eau au niveau municipal, au niveau du maintien d'actifs. Fait que ça, juste pour revenir sur quand on parle d'investissement capital, ce qu'on veut faire, bien, le maintien d'actifs, c'est-à-dire que quand on met les infrastructures en place, bien, une conduite d'aqueduc, par exemple, 1 mètre, ça dure 100 ans, ça coûte 1 000 $ 1 mètre, mais si on sait que si on met 10 $ par année, bien, au bout de 100 ans, bien, on a notre 1 000 $ puis on se paye sur le maintien d'actifs. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect qu'on a dans les investissements, c'est les mises aux normes. Quand on se dit, par exemple, peut-être vous avez entendu parler des PFAS, les trucs qu'on a dans les poêles Tefal ou sur les Gore-Tex, puis tout ça, bien, si on se dit on veut éliminer ça de nos systèmes, on veut plus de microplastiques, tout ça, bien, ça, c'est qu'on améliore le service. C'est des mises aux normes. On se dit on veut traiter ça. Et ça, bien, on se dit que c'est un autre type d'investissement, puis ça, on considère que c'est le gouvernement qui devrait faire ça. Et le troisième type d'investissement, c'est de rattraper le fameux 20 milliards de dollars que je vous parlais tantôt en backlog qu'on n'a pas récupéré. Alors, ces 3 investissements-là, on les fait de façon parallèle. Le premier, on dit que les municipalités, comme gouvernement de proximité, sont les mieux placées pour faire le maintien d'actifs. Et on parlait de transparence aussi, mais pour nous, c'est important aussi de le faire dans une réserve financière dédiée aux infrastructures en eau, pour pas qu'on prenne de l'eau, l'argent pour l'eau, puis qu'on fasse un stade ou un 3e lien ou d'autres activités. Vraiment, le principe, comme à Paris, on dit l'eau paye l'eau. Deuxième recommandation, c'est comme je vous ai mentionné, c'est de financer le déficit et les mises aux normes. Ça, encore une fois, dans un horizon dans les prochaines années, on souhaite que ce soit le gouvernement qui puisse prendre ça en charge, puis qu'en même temps, bien, si les municipalités s'occupent du maintien d'actifs, ça va décharger les gouvernements du maintien d'actifs, qui sont plus des dépenses d'épicerie pour vraiment amener des investissements qui sont visionnaires où est-ce qu'on veut aller comme province, comme pays. Troisième recommandation, Luc Godbout en a parlé ce matin, c'est beaucoup l'acceptabilité sociale. Puis je pense qu'on est chanceux ici, si on est ici, on est bien nantis, tout ça, mais on veut laisser personne derrière ça parce que c'est un service essentiel, les services d'eau. Puis pour nous, c'est important d'amener cet enjeu-là, de dire, on ne veut pas non plus qu'il y ait 1100 municipalités au Québec qui se mettent à faire de la bureaucratie, de dire comment je vais faire pour aider les moins bien nantis.
Fait qu'on s'est dit, il y a des très bons outils qui existent au niveau provincial, fédéral, crédit TPS, crédit TVQ, solidarité. Alors, utilisez ça, les bonifier pour venir en aide aux ménages moins bien nantis. Quatrième recommandation, c'est de combler tout le secteur non résidentiel des compteurs et de la tarification, parce qu'il en reste encore quelques municipalités qui n'en ont pas. Puis on a un petit peu, malheureusement, des fois, des compétitions pas saines entre des municipalités, parce que nos joueurs qui sont derrière, bien, sont peut-être plus attirantes pour nos industries, mais on voudrait vraiment ça, rendre ça là, uniforme à l'entièreté du Québec. Et finalement, le cinquième, ça a été lui qui a été plus long là, à concocter. Ça a demandé de l'imagination sociale, je dirais. C'était un aspect de dire qu'on veut offrir des compteurs d'eau de façon volontaire aux citoyens qui en font la demande. On s'est basé beaucoup sur l'exemple de Calgary dans l'Ouest canadien, où est-ce que, grosso modo, on se dit, bien, en ce moment, si on est à peu près à 400 $ par année qu'on va chercher en fonds, puis qu'on se dit, d'ici 10 ans, on va monter à 800 $ pour faire notre maintien d'actifs, bien, ça veut dire qu'il faut augmenter de 400 $ sur 10 ans, c'est 40 $ par année. Fait que là, la ville de Calgary, par exemple, a dit, bien, d'ici 10 ans, on va monter. On prévient tout le monde. Puis là, les gens le savaient. Peut-être que quand c'est un petit tarif en ce moment, ça ne me dérange pas. On paye toute la même chose. Mais plus que le tarif augmente, bien, ça fait que souvent, bien, on va se dire, bien, souvent, on pense que le voisin ou la voisine consomme plus. On se dit, je veux un compteur, je vais être récompensé pour mes bons gestes. Puis Calgary a installé 50 à 60 de ses compteurs d'eau de façon volontaire, justement, avec les citoyens qui en faisaient la demande. Fait qu'on enlève la pression aux politiciens de vraiment mettre l'obligation à ce niveau-là. La seule place qu'on propose de mettre de l'obligation, c'est dans les municipalités où est-ce que les approvisionnements ou les infrastructures sont au limite de la capacité. Parce que là, d'aller en recherche de nouveaux puits, ça coûte des centaines de millions de dollars. De grossir des infrastructures, c'est là qu'économiquement, ça coûte très cher. Et c'est là que c'est rentable, justement, de dire on va être plus efficace, on va mettre des compteurs, ça va diminuer la consommation. Et là, on va pouvoir accueillir plus d'industries, plus de citoyens, plus de contribuables sur des mêmes infrastructures et ça va être plus payant pour l'ensemble de la société. Alors, ça faisait le tour pour les recommandations. En conclusion, il y a vraiment un besoin actuellement d'investissement. La semaine passée, on avait notre symposium, puis j'étais avec le maire marchand de Québec et les 2 présidents des associations municipales UMQ et FQM. Et vraiment, on se disait, il faut trouver des solutions aussi parce que les 3 paliers de gouvernement, on est aux limites dans qu'est-ce qu'on peut taxer. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça tombe très bien de se questionner à savoir quelle place le secteur privé peut avoir pour nous aider à ce qu'on puisse justement là, prendre les choses en main pour avoir une bonne gestion de l'eau. Alors, ça faisait le tour. Lenka, je te laisse la parole pour la suite. Okay. So first, hi, I'm Jeff Gitterman. Nice to meet everyone here. Thanks for enduring the day. It's been a pretty educational and informative day so far. So thank you to Francois and Felix for putting on a great conference. My firm, Paragon Financial or Paragon Wealth Management, represents about $10.5 billion in personal investment money. So family offices and mass affluent. And we've been investing in water for, probably going on 15 years right now. So the first thing that I want to just mention is that the U.S. is a very different market than the Canadian market. And also that water, at least the way that we look at it, is not just the water that you could drink or use in the production of products. It's also all of the things around water, especially from a private market standpoint, whether it's water purification or water treatment or dealing with floods or dealing with fires. All of that, from our perspective, falls under the category of water investing. So it's a much broader topic from an investment viewpoint, from our standpoint, than the way that it was covered here. Not that that's wrong or right. I just want to make sure that you understand as we're talking about it, we consider it a much broader subject matter. So I'm going to start with Matt Desario, who we've been investing in for the past probably 6 or 7 years now, and very successfully. Thank you, Matt. To talk a little bit about the investable market in America, just to give some context for how we look at it versus what the opportunities might be in Canada. And then we'll move on to talking to Lenka about the Canadian market issues. Matt? Thanks, yeah. Is this on? Can you guys hear? Yeah. I'm the founder of Water Asset Management. We started 20 years ago, actually 2005. And we've been investing exclusively in companies and assets and listed equities
Jeff mentioned, really throughout the water industry, and we've been doing it globally. We invest in about 22 different countries, including the U.S. But the portfolios include companies that provide, every business ensures water quality or water supply. The core business is, improving water quality and water supply, and that includes investor-owned water and wastewater infrastructure, companies that do different kinds of treatment, companies that make the pipes and the pumps and the meters and all different kinds of technology and irrigation equipment and other efficiency services. And then we have a private equity business that invests primarily in farmland and water rights in the West. And that's a very unique and impactful and profitable strategy. Water investing, unlike a lot of investment discussions that are associated with resiliency or climate, water investing has been an extremely profitable place to generate returns for 20 years. And just before I hand it over, this is water returns for 20 years versus emerging markets and credit and renewables and the S&P and MSCI All World and commodities. And most people don't know that water investing has been a great place to invest. And that's one of the kind of key points that we like to make, because ultimately people like successes. And the water industry needs, as we were just discussing, Matt and I, trillions of dollars of incremental capital to fund infrastructure, expansion, redundancy, and resiliency. And that's what that means in English is more pipes, pumps, meters, et cetera. And so there's a tremendous opportunity. There's been a tremendous opportunity for investing in water, and the opportunity for the next 20 years is going to be better than the last 20. Thanks, Matt. Maybe you could talk a little bit, because one of the things that comes up a lot in the U.S. is just the aging of the water infrastructure in the United States, which is terrible. Even if you go to New York City on a heavy rain day, the sewer grates are coming up because the infrastructure system there could only handle about 1.5 inches of rain an hour at the maximum. And now we're getting rainstorms that are just stalling and holding more moisture because of warming air. We're getting 2.5 inches of rain an hour. And when that happens, the subways are flooded and everything else is flooded. What's the situation like in Canada? And then also, you talked a lot about carbon tax today and the efficiency, whether it's investable or not is one question, but the efficiency of the carbon markets, why can't we have that kind of scenario around water in Canada? Okay, there's a lot there. The first thing that I want to say is that here in Montreal, our water problems are actually very similar to New York. It's the amount of water that falls at a particular time that is difficult on our infrastructure. But what makes Montreal, I think, stick out from the rest of Quebec is that precisely to your point, the aging infrastructure means that we waste incredible amounts of water through our infrastructure system. So I don't remember, you would know the statistic better than me, but basically for every liter that actually gets to our tap, there's a whole bunch of, I don't know how many liters of water, tell me the number, sorry? A quarter. That basically has already been filtered, it's clean water, but we lose it through our pipes. So the infrastructure problem is definitely, it's a very Montreal, and actually I think it's one of the reasons why when you look at the water consumption at different municipalities through Quebec, Montreal is way off the charts, partly because of course we have this really great water supply called the Saint Laurent, but on top of it we have a very terrible pipe system underground that needs to be repaired and upgraded, and I mean that ties back to city budgets and everything else. So the problem here locally, it's very similar to New York, but of course if we take all of Canada or even all of Quebec, the problems are very different. Like in the Laurentians, for example, there are no aqueducts, and so the problem is really water scarcity because the wells are drying up. So it's actually the plentifulness of water that is the problem. So there is a lot, it's complex, the problems are different, which brings me to my point about why can water not be like carbon? Because water, I think, is, we have this geographic difference, that it's
to some extent transportable, but not, in a very easy way. And so, yeah, if we talk about carbon markets, what makes them interesting as investments? Well, you have, one molecule of carbon is the same anywhere in the world. You can trade it. You can have a very standardized, it's a commodity. We can think about water as a commodity, but it's a little bit different from that because this notion of being able to to deliver it is, there's a cost associated with that, which is very different. And of course, then there's this other issue of, this element, we touched on it this morning, that, water is considered a basic human right. And so, the social acceptability angle of whether we should be paying for it obviously is a pain point here that I think is very different than in the US, for example. So those, I think, are some of the sort of key points, the differences anyway, here versus the US. Maybe you could drill down a little bit into some of the investments you're making, but also I think it's always interesting because I see a lot of people raise the question with you as well. If you're owning a farm and you're owning water rights, how is that acceptable and how does that translate to what Lenka just said to U.S. investors? But maybe you could talk a little bit about the benefits of having the water rights on some of these farms and what you've been able to do on some of these farms to make it really worthwhile. Yeah, Jeff's talking about one aspect of our business that is in the private equity side. We invest in farmland. What we do is we buy flood irrigated farmland that grows hay, historically grows hay, that grows that hay with the best, most important, most valuable senior water rights in the West. And then we implement large-scale, on-farm water conservation programs. So we stop growing hay, and we stop flood irrigating hay, and we drip irrigate a new desert crop that only uses 20% of the water. So we save 80% of the water that had traditionally been flood irrigating hay. And then the 80% of the water that we save, we then can sell or lease to others that need water, whether it's cities, the U.S. federal government, energy companies, real estate developers, environmental organizations. And we're currently conserving about 35 billion gallons of water a year through these programs. And this chart just is or that deck there, page thing I showed you, it just shows sort of the supply-demand imbalance that's occurred on the Colorado River. That's the chart on the left. The blue line is below the red line. That's, supply, less than demand. And then the circle on the right shows that 80% of the water in the West is used by agriculture, with about, the yellow is the percent that's flood irrigating hay. And then that's the green. And then the yellow is the percent of that flood irrigated hay that's being exported from the U.S. So that's incredibly important, valuable water that's essentially being exported from the U.S. rather than used in local economies that support a $5 trillion economy. So that water has to be reallocated. The only way that's going to happen is with market forces and market regimes that already exist. And what we're doing is bringing substantial capital to facilitate those already existing programs and market structures, and generating great returns for our investors, unlevered with very little risk, and really providing the only scalable solution to water supply reliability in the West. But that is just one. The challenge with water is that within water there are different sort of sectors, underlying sectors. And what we were just discussing was more infrastructure related. What I've just discussed, which Jeff asked me about, was more kind of real asset related. But all great opportunities that we're focused on, and we have different teams doing all those different things. In response to what Matt was just saying, can you talk a little bit about where you've seen wins around pricing water within Canada or other jurisdictions where that actually not only is effective, but actually then reduces demand in some ways and preserves water? Sure. Well, Mathieu actually stole my punchline, because the chart that he showed that shows basically the price of water versus the consumption, to me is the best evidence that you can come with. And I actually had a few different countries in my back pocket, but we come to the same conclusion, is that you first need to have, you want to.
I think Geneviève earlier this morning made the case that we often think about water as a renewable resource, but in our timelines, or in, you know, like when you need to go and do a load of laundry, it's not that renewable. And so so there's this element of, you know, we need to conserve, because it's you know, you can consider it as a scarce resource, and in that environment you need to find incentives or disincentives to consumption. So your investment strategy, I think, is absolutely, you know, it's on some level, it always has to be about efficiency, energy efficiency, and conservation. And so I use the example of the Montreal, you know, with the state of our infrastructure. You could probably, the whole section of your portfolio is just on infrastructure, because you can build something that is resilient, like from a portfolio construction basis. You can have this sort of water rights that gives you certain properties. You have another one that's, you talked about inflation. And so there's the problem is complex enough that you can build a portfolio that touches on all of these things. I think that's where this conversation is going. But at the point that I want to make, sorry, just one last thing, is just to really highlight that when we think about when you as an investment mindset, we can't think about it as like solar energy, that there's something that we can renew or we can find a substitute for. There is really no substitute for water. And so we have to think about it from a conservation or in a sort of economic term, and a water efficiency model, rather than, you know, we can innovate ourselves out of this. And what I was just going to jump in and say is, when you described Quebec's problem of leakage and you know, 25%, which is a lot of water, you know, losing a lot of water, and you waste a lot of energy and chemical treatment and all this stuff. So our portfolio includes the companies that do the leak detection. So they go, you know, companies that make money looking for the leaks and identifying where they are. Exactly. Well, that's another. I was just going to say, you got to measure water in order to manage it, and that would be, for example, Badger Meter and other companies that make meters. And then when you find the leaks, you got to replace the pipe. Well, we invest in the companies that make the pipe that replaces the. So there's a whole, you know, vertical of different kinds of companies that make more money and solve these problems. And you know, just with regards to impact, when we've been saying this for 20 years, we believe it, that, you know, water investing is impact investing without any sacrifice of returns. And you know, all these companies have very measurable, you know, positive impact. And you know, one of the things that we measure our portfolio's impact, and it's, you know, hundreds of millions of people getting water, and then millions more every year getting more water or sanitation. And, you know, billions of gallons of water being treated and millions of pounds of waste being removed. We measure all that. So that plus returns makes a pretty powerful combination. And, you know, the other thing that we always say, just to keep water in context, we do a lot of, you know, resiliency and responsible investment and climate-related conferences and speaking. The reason climate change is quote unquote bad is because of its negative effect on the hydrological cycle. It's increasing drought and flood. And flood's a problem here, and drought's a problem in other parts of Canada, and certainly in the western United States. And, you know, it would be great for the world if people really understood that climate change boils down to those two words. Everything else that people talk about is typically a second or third derivative of intensifying drought and flood. And most of the conversation, as we've done even here today, is around mitigation, not adaptation. 98% of the discussion and the capital allocation and the policy is around, you know, carbon mitigation, carbon reduction. It's important. And energy reduction. It's all very important. But what we need is a balanced recognition that along with mitigation, we've got to adapt to the world we created for ourselves, whether we like it or not. And that's water. That's investing in companies and assets that solve the problems here, solve the problems in the Western United States, solve the problems we deal with in Brazil, in India, in Australia, in Europe. I mean, it's global. And it's always a combination of the same problems. It's, you know, either too much water, too little water, dilapidated infrastructure, or water quality problems. And there's a solution there. There's not a water problem on Earth that is not solvable. What's required is capital, industry competence, and the will to act. And that's essentially what we bring and the companies in our portfolios bring. Sorry. Like, I'm curious. So one of the challenges that we're having right now is we're in an AI race, and that AI race is both for energy and water, unfortunately, because these data centers
demand an incredible amount of water. And there are some small solutions that are coming up to reduce water usage and not to have it be as pure water that has to be disposed. But I'm just curious, in Canada, are you starting to see any pushback, especially when you're having water issues with data center build-outs? Are there data center build-outs happening in Canada, and is there a competition for those water assets? I would start by saying that we are considered a very water-abundant country, as you know. I would say that that's not the current pain point today, the data centers. But this is one area, actually, where I just said, innovation is not going to get us out of here because water scarcity is a problem. That is one area where actually there's been some fantastic innovation in terms of closed water loops. The big consumers of energy and water, the Googles, the Microsoft, are also the same ones that are investing in solutions for their own purposes. So to the extent that technology, the water technology, the closed loop systems and things like that, get, in the hands of, that there's that famous trickle down effect, there's something that good that I think can come out of that. I think probably, Matt, you're in a better position to speak about the actual technology, but I would say that here where we are today, at least in Quebec, is firstly a recognition that we have a problem. Again, we're in a province that is known for being water rich. So it's a very big change in sentiment to realize that, actually there's people 100 kilometers from here that don't have water to shower with, to drink from. So Yeah, well, just with regards to data centers, I mean, yeah, water, there's, first of all, data centers require power, and for the most part, reliable power requires water, and it's extremely intensive. It's about roughly 10,000 acre-feet per year perpetual water supply for every gigawatt of power. And most of this power, regardless of what anybody thinks, for the next 5 years, it's going to come from natural gas because, nuclear is not going to get there. The grid is completely maxed out. And solar is, intermittent, and as is wind. And the capacity of, the battery capacity to support renewables for the 99.999 reliability for data centers, it's just, it'll happen in some places, but to get to the scores and scores of gigawatts that the 8 major hyperscalers claim they need and that they want, it's going to, there's going to be a lot of gas associated with that. We're in the middle of a lot of these discussions because we own about 75,000 acres of farmland with about 250,000 acre-feet per year of permanent perpetual senior water rights. And on a lot of the land that we own, we've got natural gas pipeline infrastructure that is literally on the land. And so the number of places, at least in the lower 48, where you can practically create multiple gigawatts of energy, where you can not only access a pipeline, but a pipeline that has capacity in it, and where that pipeline actually runs to where there's available gas, and have disturbed land, and have enough water to kind of deal with all that, and have access to a real fiber highway. It's just not that many. And we happen to have one of them. That's where I'm going literally tomorrow, is I'm meeting somebody there on one of the properties who is very interested in these characteristics. And I think there's going to be a large kind of reality check that comes in here over the next 3 or 4 years. The demand is there for sure. It's the ability to actually execute and provide the logistical qualities that are necessary to do that. And water remains, even with closed loop, cooling, there's still evaporative loss on that. There's still an energy requirement on that. And ultimately that's going to scale and become more efficient, but it's not happening without water. And by the way, the last point I'll make, the hyperscalers are not being totally truthful when they disclose their water requirements. And there's plenty of articles about that, one very recent one. And typically the cities also aren't totally transparent about their water availability. And it's for the obvious reasons. The cities don't want to actually say, yep, we really don't have the water, because then nobody will come. Phoenix, for example, we can get into the details. We know the water situation in Phoenix extremely well. We're providing massive quantities of water to fill a huge gap that's developed in water supply reliability in Phoenix. Taiwan Semiconductor there, as you
sure all know, announced a semi-fab construction, campus there. I think it was 3 years ago or something. They started out, it was $45 billion. It's now a $165 billion development. And I don't know where they think they're going to get the water for that, because, it's going to be, eventually I'm sure they'll get it, but they're not going to get it where they think and at the price they thought. And anyway, that's not unique to Taiwan Semi or to Phoenix. This is a phenomenon that's unfolding all over the U.S., especially in the West, but really all over the world. Just a complimentary. I know I was just supposed to do the introduction, but just to rebound on this for the EI, you asked a question, and I think the major point and the major difference in the province of Quebec is there's no full cost recovery for water services, and I think that's as Matt said, we have the same thing, climate change, it's not enough water, too much water, all these things are similar, but since we don't have full cost recovery, for example, for water cooling, 10 years ago, we needed to do a regulation in the province of Quebec to stop to use always new drinking water in the systems and go back in the sewer system and put recirculation loop, because there's no price. Companies used to take it, and for example, when you take a beer in the dépanneur, it's a small convenience store in Quebec, it's 36,000 cubic meter per year for this. For cooling towers in the hospitals, 90% of the consumption of hospital is cooling tower. And we need the full cost recovery to bring all these solutions to have a payback. Because if we don't have this, all these solutions are not on the place. I'll just echo that. We invest in water, utility, and wastewater infrastructure all over the world. We've been doing it for a long time. Without full cost pricing, you don't end up. It's very hard, I'll put it that way, very hard to end up with reliable, clean, safe water 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. And in order to have full cost pricing, you need to meter it, you need to measure it, you need to have meters really at every point of consumption. And then what you can do is implement tiered, as you referenced earlier, tiered volumetric pricing. So, if somebody is below the poverty line, they pay, I'm making it up, 1 penny per gallon for the first 100 gallons. But if down the road there's a wealthy person with a big lawn and they're using 10,000 gallons, they pay 20 pennies per gallon. And if further down the road there's a dry cleaner and they're using, whatever I said, 50,000 gallons, they should pay 20 cents a gallon, so that everybody is paying their fair share. That promotes conservation. The person who's poor gets all the water they need at an affordable price, so that they can move up the economic ladder, which is foundational. Without reliable water, people stay poor. With reliable water, people get healthy. Women can go to school and get educated. And the whole supply chain, or the whole series, I should say, of sustainable development goals begins to get solved. But foundational to all that is what we call full cost pricing. Should we take questions? Yeah. Anyone? I could do the mic, but anyone? I know it's late afternoon, post-lunch. Everyone's lulling. Well, all right, closing comments then. how much time do we have left? Francois, how much time? So 3 minutes, you said? Yeah, 5 minutes. 5 minutes. So my question then to you, Matt, and which I hope to maybe partially answer myself also, is one of the things when we build portfolios is you want to have diversification, you want to be able to, invest through an entire economic cycle, right? And so when we think about water, we've talked about this already a little bit in this conference, this idea that, the problem is complex, but yeah, so great. You're going to tell me about the inflation in the U.S., so that's great. Inflation in protection coming from the water industry, but also how to invest through the economic cycle. Well, the reason water has outperformed most asset classes is there is no economic cycle. Water, to a large degree, especially water utility infrastructure, is essentially immune to macroeconomic volatility,
and really economic cycles. And why is that? Because, as we have all been discussing, water is essential. I mean, think about it. You don't take less showers if GDP is up 3% or down 2%, or if inflation is up 3 or down 1, or if interest rates are up 4 or up 2. I mean, so water consumption is typically inelastic, and water demand is inelastic to economic volatility, number one. Number two, and that's why I put this chart up, this is literally the chart that when I kind of discovered this 20 years ago, it was one of the, if there was one sort of image that caused me to drop everything else that I was investing in to focus exclusively on water, this is it. And the reason is what this shows water service, so water utility service pricing, and this happens to be in the US, as you mentioned, but it's the same chart pretty much all over the world. And what it shows is that water rates, in other words, what people pay for water and sewage rates, just go up. They never go down. Pricing is like the most positive, durable, and then the blue and the orange line, the blue line is the annual change in that underlying bar of pricing, and then the orange line is the change of inflation in the US, CPI. So what this means is water rates, they only go up, they're not volatile, they're going up faster now than they used to, and they go up at a rate greater than inflation. That's called positive, real, inflation-protected, multi-decade pricing power. And I don't care what business you invest in. There's nothing that's more powerful to make money in an investment over, especially a long period of time, than positive pricing. When Warren Buffett says, oh yeah, management's important, but I really like businesses that have a moat around them. Funny he uses the water, metaphor on that. But what he means by that, a business that has a moat around it can raise prices. And a water utility is a monopoly. It'll never, unlike any other business, think about it, that there's no competition for a water utility ever. Because if I own a water utility, that water utility owns the pipes and treatment and meters in a city. Nobody's coming into that city and tearing up all the streets to put in a competitive water transmission system. And never happening. It's impractical. So it'll always be a monopoly, and it'll be a regulated monopoly. So you can't just like run it however you want. And the regulators allow these companies to invest and then raise tariffs so that they generate a 10% return on equity indexed to inflation, roughly, like forever. And that's not only here in the US, that's in Brazil, it's in the Philippines, it's in the UK, it's in Italy, it's like all, many different parts of the world. So I'm long-winded, as usual, answer to your very short question, which is that, there's no disintermediation risk. There's no technological obsolescence risk. There's no decentralization risk like there is in energy with water. And that's why we've outperformed, and that's why it's going to be another, 20, 30 years of great performance in this industry. So just to maybe follow up on that, so to me, that's the portfolio characteristic, the fact that we have really high inflation protection. This is an industry that, you're looking for inflation protection. Water helps with that. And then the second angle is when we think about, where is there demand in the world for different products? One of the things that, I pay attention every year, they do this, I think it's the Engineering Society of the US does this survey about what infrastructure has it's a report card, right? I looked at it the other day. It's done like mobility, highways, all this different stuff. And then you get to the 4 or 5 water categories. And they all have the worst score, like D minus, like the really terrible scores. And so it's telling you that, where is there going to be the next wave of infrastructure investment? Well, I actually think, it's not going to be, we would like it to be in the grid because of AI and all this stuff, but there is also a really important sort of catch up in demand, let's call it, in the infrastructure space. So the inflation angle I think is important from a portfolio perspective, portfolio design perspective, but also the sort of underlying demand I think comes from the fact that we have a real catch up ahead of us. I'm talking about the US, but I think we can be, fairly certain that it's also a requirement here in Quebec. So I think the demand side here is quite important. Thank our panel. Thank you.
Bonjour, on va commencer le panel dans 2 minutes. Donc, je vous invite à prendre place. Bon, OK. Donc, bonjour, je m'appelle François Bourdon, je suis partenaire chez Sustainable Market Strategy. Je vais avoir le bonheur d'être le modérateur de cette dernière session. Donc, nous sommes entre vous et le cocktail. On va essayer de garder ça intéressant. On va parler de comment investir dans la nature, essentiellement. On entend souvent que la nature n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les ressources soient vendues ou détenues par les gens en général. Mais ce qui se produit souvent, c'est quand la nature n'a pas de prix, on la transforme et on vend. On peut le voir avec le carbone, avec l'eau et ainsi de suite. Donc, on va vous parler aujourd'hui de différentes façons d'investir dans la nature tout en ayant des rendements qui sont de marché ou supérieurs. Sur le panel, on a Philippe de Fondation, Zineb de Mirova, Bertrand de Caisse de dépôt et Jérémy de Tikeo. Je vais leur demander de se présenter et de nous dire qu'est-ce que investir dans la nature signifie pour eux. Mais auparavant, on a tous un accès qui est un peu différent ou une perspective différente, donc ça devrait être intéressant. Donc nous, chez Sustainable Market Strategies, Nordis Capital, comme Lenka l'a mentionné précédemment, on a un fonds de crédit carbone réglementé, donc quelque chose d'assez simple. Philippe va parler de dette dans les pays développés. Zineb va parler un peu plus de dette dans les pays émergents. Bertrand va parler d'un peu tout, parce que la Caisse de dépôt fait un peu tout. Et Jérémy va nous parler plus d'équité. Donc, je commencerai avec Philippe. Parle-nous de toi et de qu'est-ce que investir dans la nature signifie en quelques mots. Merci François, bonjour tout le monde et puis merci d'être là. Alors, je suis directeur général à l'investissement chez Fonds d'Action Gestion d'actifs, qui est la branche de gestion d'actifs de Fonds d'Action. Puis, je m'occupe particulièrement de la classe d'actifs en lien avec le capital naturel puis les marchés environnementaux. Donc, chez Fonds d'Action Gestion d'actifs, investir dans la nature, on le fait de différentes façons, de façon, je dirais, peut-être un peu plus traditionnelle en équité, dans des entreprises soit en capital de croissance ou des entreprises un petit peu plus émergentes de capital de risque. Mais je dirais qu'on a vraiment développé ce secteur autour du financement de projets via différentes plateformes. On a lancé un fonds carbone en 2017 qui s'appelle le fonds Inland 6, où on a fait plusieurs investissements, je dirais, qui sont parmi nos plus innovants dans le secteur de la préservation de la nature ou de la restauration de la nature. Et puis, on s'apprête à lancer une nouvelle stratégie dans le secteur de l'agriculture régénératrice et de la foresterie durable qu'on appelle, bon, à défaut de trouver un meilleur terme en français, le Closer to Nature Forestry. Et puis, pour nous, investir dans la nature, c'est vraiment regarder l'ensemble des bénéfices que la nature peut offrir, qui, selon nous, ne sont pas ou sont mal valorisés en ce moment. On a parlé déjà du carbone dans les panels précédents. Ça peut être d'autres services écosystémiques, la restauration de la biodiversité. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui regardent ça. Mais aussi de préserver la valeur intrinsèque des actifs. Donc, on parle surtout de la terre. On investit beaucoup dans la restauration des terres, la revalorisation, et c'est de venir prendre une position sur le fait qu'on pense qu'avec la crise de biodiversité et les changements climatiques, la valeur de l'actif, de la terre, donc, va perdre la valeur si on continue de les gérer de la façon qui sont gérés de façon conventionnelle. Donc, on prend une approche, disons, 360 sur l'actif et puis on tente de trouver des structures innovantes pour venir valoriser les différents services.
Merci Philippe. Zineb, toi? Très bien. Merci beaucoup. Donc, Zineb Benani, je dirige la filiale américaine de Mirova. Donc, Mirova est une société de gestion qui est dédiée à l'investissement responsable et qui gère environ 33 milliards de dollars d'actifs sous gestion, dont à peu près 7-8 milliards qui sont dans les actifs privés. Plus particulièrement sur la classe d'actifs de la nature. Donc, on est présent dans cette classe d'actifs depuis au moins 10 ans. Donc, à une époque où parler de capital naturel et de modèle économique ou de performance économique était presque incongru. Aujourd'hui, après 10 ans, on a financé plus de 70 projets dans différents pays, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. La façon dont on approche le sujet de la nature, je pense qu'il y a des éléments qui ont été dits ce matin qui sont intéressants sur le fait qu'on a franchi un peu les 6 des limites planétaires. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet de risque qui est important pour les investisseurs, dont on ne peut ignorer. Donc ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect qui est plus positif, c'est que la nature présente aussi des opportunités d'investissement qui sont intéressantes et qui permettent de valoriser les services écosystémiques. Donc la manière dont on l'approche aujourd'hui, donc il y a 2 canaux principaux. Le premier, c'est des investissements dans les chaînes de valeur durables à travers des projets de reforestation, d'agriculture et de foresterie qui permettent justement de restaurer les terres, de restaurer des forêts et qui permettent de valoriser cet art-là pour les porteurs de projets, mais aussi pour la nature, et donc du coup d'avoir des effets positifs sur la nature. Le deuxième élément, c'est via l'investissement dans les actifs environnementaux, et donc c'est essentiellement le carbone, et donc ça permet également d'apporter des impacts positifs en termes de séquestration et donc de réduction des carbones qui sont émis, mais aussi de répondre à des enjeux importants, à la fois pour les investisseurs institutionnels et aussi pour les corporates, au regard de leurs enjeux de réduction des émissions et d'atteindre des objectifs net zéro. Voilà. Merci Zineb. Bertrand? Bonjour et puis merci de l'invitation. Donc Bertrand Milot, Caisse dépôt et placement du Québec. Nous, on est un grand investisseur mondial. Je pense que vous connaissez, on gère 500 milliards de dollars canadiens à travers le monde, investis dans toutes les classes d'actifs. En matière de nature, on a une équipe interne de 5-6 personnes qui a un mandat de faire 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année prochaine. On a investi en foresterie durable, agriculture durable, restauration d'écosystèmes. Les buts, c'est de complémenter notre portefeuille. C'est un nouvel angle pour un investisseur pour générer des rendements attractifs, mais aussi en se faisant de préserver la nature, de mettre en place les bonnes pratiques, de recréer la nature, ecosystem restoration, et aussi les questions d'agriculture durable, donc d'essayer de développer ça parce que c'est urgent. Merci Bertrand. Jérémy. Bonsoir à tous. Merci à l'organisation. Moi, je représente Tikeo Capital. J'évolue dans le groupe depuis plus de 18 ans. J'étais le directeur financier, le responsable des opérations à New York ces dernières années avant de m'installer à Montréal. Très ambitieux pour notre développement au Canada, tant pour bâtir des relations stratégiques au Canada, également pour investir sur l'ensemble du territoire qui est très vaste et prometteur de notre point de vue, en particulier en ce qui concerne la nature. Tikeo Capital gère un peu plus de 85 milliards de dollars canadiens. La moitié de ce qu'on fait, c'est du crédit sous toutes ses formes, à l'exception du venture loan. L'autre moitié se décompose en 2 tiers d'actifs plutôt immobiliers en Europe de l'Ouest et la balance sont les investissements en équité. Nous, on se distingue en faisant de l'impact. On a choisi, pour être impactant, d'investir dans des thématiques, notamment autour de la décarbonation. On a choisi le climat pour se distinguer. Climat et donc s'en suivent notamment les enjeux de biodiversité et d'agriculture régénératrice, comme le soulignait Philippe. Aujourd'hui, on est un acteur en équité qui représentons à peu près 80 investissements dans le monde, essentiellement en Europe de l'Ouest, avec bon nombre de ramifications en Amérique du Nord. Si on se focalise sur la décarbonation et sur l'agriculture régénératrice, on parle d'une dizaine de milliards de dollars canadiens, d'une vingtaine d'entités essentiellement ouest européennes, mais avec des pans de business canadiens ou américains.
et ça représente une quarantaine de professionnels d'investissement qui sont dédiés à ces thématiques qu'on promeut dans des fonds de type article 8 ou article 9, c'est-à-dire des fonds d'impact avec une stratégie intentionnelle de décarboner. Merci, Jérémy. Souvent, lorsqu'on entend parler d'investir dans la nature, on soupçonne ou certains pensent que les rendements ne sont pas aussi intéressants. Donc, j'aimerais ça, si vous pouviez nous donner des exemples pratiques de transactions que vous avez effectuées, que vous effectuez présentement et dont vous êtes fiers. Donc, je vais recommencer avec toi, Philippe. Merci François. Alors, je vais peut-être donner quelques exemples de ce qu'on a fait via notre plateforme carbone, donc le fonds Inland6. On a annoncé la semaine dernière une nouvelle transaction assez intéressante en Ontario. C'est le premier projet canadien de notre fonds 2. Donc, c'est un projet de séquestration accélérée du carbone dans les sols agricoles. Donc, on investit via un projet réalisé par une société anglaise qui s'appelle Hondo dans la région de Kingston en Ontario. C'est un projet essentiellement qui vient acheter de la wollastonite, qui est un silicate de calcium dans les mines avoisinantes, et a établi des partenariats avec les agriculteurs locaux qui l'utilisent pour venir ensemencer les sols. Donc, ça vient augmenter la fertilité des sols. Mais en se faisant, il y a une réaction chimique qui se fait avec le CO2 de l'atmosphère et puis on vient séquestrer du carbone de façon accélérée, permanente dans les sols agricoles. Et puis, c'est un projet assez intéressant pour nous parce que c'est un de nos premiers projets qui se rapproche, je dirais, le plus loin possible d'une structure de projet, de financement de projet un peu plus traditionnel. Donc, on cherche à développer cette classe d'actifs depuis très longtemps, mais on a pris beaucoup de risques, notamment des risques de marché. Aujourd'hui, cette transaction-là, elle a un acheteur qui prend pratiquement l'entièreté des crédits de carbone, qui est Microsoft. C'est une transaction qui est publique. Et puis aussi, on a eu la chance d'avoir un assureur qui s'est commis à venir dans la transaction avec nous pour venir assurer le risque de contrepartie. Donc, on fait affaire avec beaucoup de contreparties qui sont assez jeunes dans ce marché-là, des contreparties qui sont innovantes, mais dans ce cas-là, c'est un premier projet. Donc, on a un assureur qui vient prendre une partie de ce risque puis qui vient assurer une partie de la livraison. Je dirais que c'est une transaction qui se rapproche davantage de ce qu'on pense qui sont les conditions essentielles pour amener ce marché-là à l'échelle. On a fait un projet aussi récemment de restauration de tourbières aux États-Unis. Donc, c'est des projets qui sont encore là assez nouveaux. C'est un des premiers projets du type aux États-Unis où essentiellement, via les marchés du carbone, on est capable de quantifier ce qui se passe quand on vient réinonder des tourbières qui ont été asséchées dans le temps en termes de séquestration du carbone. Puis, Philippe, en termes de rendement attendu pour chacune des transactions, ça se situe aux alentours de quoi? Les rendements peuvent varier, mais je dirais qu'on vise des rendements de marché, donc qui se situent au-delà de la classe qu'on qualifie d'infrastructure peut-être un peu plus risquée. Donc, c'est des rendements qui, nous, on croit, sont ajustés au risque. Donc, c'est des assez bons rendements, je dirais, entre 15 et 20 au niveau brut. OK. Merci. Zineb, est-ce que tu as d'autres exemples concrets? Oui, tout à fait. Donc, sur le sujet des investissements, donc c'est des approches, en fait, on construit des portefeuilles comme on construit des portefeuilles classiques et traditionnels, avec l'objectif d'avoir des diversifications dans les différents investissements et de générer des rendements, comme souligné, qui sont des rendements mid-teen, on va dire, et qui sont aussi compatibles avec le niveau de risque qu'on peut prendre sur ce type d'investissement, notamment lorsqu'on investit dans les pays émergents. Donc, plus particulièrement, donc, il y a différents types d'investissements. Si j'en prends un, donc, plus particulièrement, c'était en Afrique du Sud, donc, qui s'appelle SpecBoom. Et donc, du coup, l'objectif de cet investissement-là était, donc, c'est une plante particulière qui a l'avantage, elle est appelée l'ingénieur des écosystèmes. Donc, l'avantage particulier, c'est de pouvoir capturer le carbone, de pouvoir restaurer les sols et aussi capturer les eaux. Et donc, l'objectif, c'était de replanter en fait cette plante-là endémique dans des lieux qui ont été surexploités par du surpâturage, et donc de la remettre au cœur de son espace pour pouvoir justement retrouver ses bénéfices environnementaux à travers la capture des émissions, la restauration des sols et la régénération des sols. Donc ça fait partie un des projets, par exemple, qu'on a financé en Afrique du Sud.
Un autre projet qui est plus au Maroc, par exemple, Atlas Rui. Donc l'objectif là était de répondre à une problématique qui est la problématique de stress hydrique. Donc comment arriver à continuer à générer des rendements intéressants agricoles en gérant la problématique de stress hydrique, en mettant en place des nouvelles techniques, donc beaucoup plus innovantes, qui permettent du goutte à goutte et autres techniques, permettent d'irriguer en fait ces terres agricoles, d'améliorer les rendements, mais aussi de transformer les pratiques en pratiques qui sont plutôt biologiques et qui permettent d'améliorer les rendements, pas uniquement agricoles, mais aussi financiers de ces différents champs. Donc ça fait partie d'autres types de projets qu'on a pu financer dans le cadre des projets agriculture et des projets d'amélioration, en fait, de sécurisation des chaînes de valeur durables dans le domaine. Puis, même genre de question, quel genre de rendement à l'échéance est-ce que vous attendez dans ces projets? De la même manière, ce sont des projets au niveau du fonds. On est c'est supérieur aux infrastructures, comme signalé, c'est plutôt low mid-teens jusqu'à mid. Sur la partie carbone, on va être autour de 15%, sur des parties LDN autour de 12%. Donc c'est plutôt ça, les rendements qui sont plutôt moins ciblés, mais au niveau de l'ensemble du portefeuille. Donc c'est une question de diversification globale et aussi de rendement risque sur l'ensemble du portefeuille. D'accord, merci. Et Bertrand, toi? Oui, merci. Moi, j'illustrerai un dossier qu'on a fait récemment en Australie, où il s'agit d'acheter des terres qui sous-performent, c'est de l'agriculture qui sous-performe, d'agréger tout ça, de récupérer les zones qui sont les plus propices à l'agriculture et puis de les convertir en agriculture durable, donc de l'agriculture avec le moins d'intrants possible chimiques. Et puis des bonnes pratiques de gestion des sols. Et l'autre partie qui est plus marginale, de planter des espèces indigènes approuvées par le gouvernement australien, parce que c'est dans le cadre d'un programme avec le gouvernement, et de générer des crédits carbone, de les vendre à une société minière, dans ce cas-là, qui a fait un off-take. Donc c'est un projet qui a aussi bien un côté agricole qu'un côté capture du carbone. C'est dans un portefeuille infrastructure comme tous nos investissements de cette nature. Donc, c'est des rendements qui sont un petit peu supérieurs à l'infrastructure de base. Mais c'est comme ça qu'on rentre. Un autre dossier qui est plus du côté des services qu'on a fait aux États-Unis, c'est une société qui fait de la restauration d'écosystèmes. C'est une société d'ingénierie. Aux États-Unis, dans beaucoup d'États, quand prenons un exemple, un développeur de centre commercial décide qu'il veut couvrir la nature de béton, eh bien, il a l'obligation de rewild une parcelle de taille au moins égale dans le coin. Ça ne peut pas être à l'autre bout du monde, ça doit être pas très loin. Et donc, la société en question trouve un terrain approprié, l'achète et puis recrée un écosystème naturel sur ce terrain, écosystème original, pas l'écosystème qu'il pouvait y avoir avant, ça peut être des terres agricoles, mais un système comme la nature avant que l'humanité arrive en Amérique du Nord. Donc, c'est son modèle d'affaires. Jérémy, as-tu des exemples de transactions intéressantes? Oui, donc comme l'évoquait Bertrand, nous on aime beaucoup les sociétés d'ingénierie qui vont intervenir comme des catalystes de l'efficience énergétique sur des gros projets d'infrastructure. Souvent dans la perception, l'impact ou la décarbonation, ça passe par la green tech ou l'agtech ou encore l'infra, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut investir entre les deux. Et nous ce qu'on aime particulièrement c'est les entreprises de services. Donc si vous regardez par exemple l'axe dont tout le monde parle actuellement, que sont les centres de données, cruciaux pour notamment pourvoir l'intelligence artificielle, eh bien, il faut les nourrir en énergie. Et donc, l'un des enjeux majeurs que l'on voit, c'est de rendre ces centres de données auto-efficients. Donc, nous, on va typiquement investir dans des sociétés en équité, en contrôle, voire à 100%. Donc, c'est vraiment un play d'investissement en équité privée, en capital risque. Et ces entreprises eh bien, vont travailler comme des prestataires de services pour rendre un circuit, disons, aussi fermé que possible dans l'usage de l'énergie au travers d'un centre de données.
un centre de données qui ne va pas développer une architecture efficiente sur le recyclage de son chaud, de la génération de chaleur sur ces centres de données, va probablement gâcher la moitié de son énergie. Évidemment, quand vous êtes un investisseur infra, si vous parvenez à démontrer que vous avez un parc de centres de données qui est auto-efficient à 90%, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc nous, on va typiquement focaliser sur des entreprises de services, d'ingénierie qui vont être capables d'optimiser ce flux-là dans la conception, dans le design, dans l'usage du chaud-froid, au travers du bâtiment, dans l'isolation également de ce bâtiment. Un exemple concret similaire, c'est une société d'ingénierie civile qui est à l'origine une société française qui s'est développée rapidement en Europe de l'Ouest et qui est en train d'accélérer en Amérique du Nord, qui s'appelle Egis, EGIS. C'est un petit WSP qui est un champion canadien. Et donc Egis prend typiquement pour exemple le parcours exceptionnel de WSP. Donc l'enjeu d'Egis, c'est d'intervenir sur des gros projets d'infra pour essayer de les rendre autosuffisants. En tout cas, on va dire d'améliorer l'usage de l'énergie sur ces grands projets d'infra pour essayer de les rendre ultimement carbone neutre ou auto-efficients. D'autres exemples plus concrets ici au Québec, par exemple, Plant Product, qui est une filiale clé d'un acteur européen, une société belge qui s'appelle BioBest BioFirst, qui intervient dans l'optimisation de la pollinisation au travers des serres agricoles pour effectivement accentuer, faciliter la pollinisation des cultures sans avoir recours à des produits polluants ou à des engrais. Par ailleurs, on va regarder également tout ce qui touche de près au Québec à la dépollution, à la gestion du déchet par l'enfouissement, à la remédiation de sols pollués. On emploie plusieurs centaines de personnes sur ce volet-là, par exemple à Bécancour. Et en termes de rendement, quand on se rapproche d'un play un peu plus, disons, infra, donc un investissement de plateforme, on va attendre vers des rendements qui vont se situer autour de 15% net. Quand on va vraiment sur une logique d'investissement en équité dans une société de services type TTSP dont j'ai parlé ou Egis, on va plutôt cibler des rendements de l'ordre de 25%. Merci, Jérémy. Peut-être que tu pourrais poursuivre en disant comment est-ce que votre stratégie s'intègre avec des portefeuilles traditionnels. Dans quelles circonstances ou pourquoi est-ce que les gens devraient considérer investir dans votre stratégie? De notre point de vue, nous on se définit comme un acteur essentiellement alternatif. 90% de ce qu'on gère sont investis dans des marchés privés. Donc pour nous, on est clairement un volet de diversification, a fortiori parce qu'on a une empreinte qui est très européenne, donc ça peut faire sens pour des acteurs majeurs nord-américains. Donc pour nous, ça vient vraiment compléter une stratégie, d'autant plus que les rendements projetés sur des horizons de 5 à 12 ans selon les thématiques, sont des rendements probants, au-delà de 15% net, c'est ce que l'on vise. Et on est sur des thématiques qui, de notre point de vue, sont, disons, soutenables dans l'investissement, donc bankable à moyen long terme, puisque pour nous, je dirais que la durabilité ne se fait pas au détriment de la performance, elle vient avec. Et on part du principe que vous maximisez vos chances d'avoir un investissement, disons, résilient et rentable sur un horizon moyen-long terme dès lors que vous accélérez votre transition énergétique. Parce que vous allez, ultimement, même si ça va probablement coûter un petit peu plus cher au départ dans les CAPEX et dans les investissements qui vont permettre de rendre votre actif plus efficient, vous allez ensuite maximiser votre sensibilité à moyen long terme, vous allez prendre le virage de la transition plus tôt, les matériaux vont probablement vous coûter moins cher maintenant que dans un horizon de 5 à 10 ans, et vous allez non seulement créer de la valeur, mais vous allez également la protéger. Donc à cet égard, ça complète bien, de notre point de vue, une allocation des grands joueurs nord-américains. Bertrand, tu mentionnais que vous, ça fait partie du portefeuille d'infrastructure. Est-ce que Zineb ou Philippe, vous aimeriez rajouter sur comment vos stratégies s'intègrent dans un portefeuille traditionnel ou avec un portefeuille traditionnel? Globalement, aujourd'hui, si on regarde les sujets de la nature, je pense qu'il y a une prise de conscience depuis quelques années qu'il y a un vrai risque qui est associé justement à la non prise en compte des sujets nature au même titre que le sujet climat. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais ça l'est de plus en plus aujourd'hui.
Et donc, du coup, c'est une responsabilité fiduciaire donc, pour les investisseurs institutionnels. Et donc, à ce titre-là, il y a aussi un devoir vis-à-vis de leurs bénéficiaires finaux d'intégrer et de prendre en compte ces éléments. Je pense que ça, c'est un premier aspect qui est important. Le deuxième aspect, c'est que c'est une classe d'actifs qui sont des actifs réels, qui sont complètement décorrélés des autres actifs qu'on peut trouver sur le marché. Et donc, du coup, qui offre aussi une stratégie de diversification pour les investisseurs institutionnels dans leur portefeuille global, avec des niveaux de rendement qui sont intéressants. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fonction des différentes stratégies, on peut être des rendements entre 15, 20% et autres. Donc, les niveaux de rendement sont quand même très intéressants et décorrélés des marchés traditionnels. Et donc, à ce titre-là, c'est aussi des stratégies d'allocation qui peuvent être très intéressantes dans les portefeuilles. Troisième élément, et ça dépend beaucoup après de type de fonds, entre des fonds qui sont plutôt émergents ou des fonds développés, ça offre aussi une autre forme de diversification géographique pour s'exposer différemment à certaines zones, et notamment sur des fonds comme les fonds qu'on veut mettre en place sur le carbone ou des fonds sur la nature qui sont liés aux chaînes de valeur durable, agroforesterie. On a des mécanismes aussi de financement via des blended finance, donc qui permet de dérisquer justement les premières tranches d'investissement en ayant des institutions financières qui prennent le premier niveau de risque sur ces types d'investissements. Et donc, du coup, ça apporte une capacité d'être exposé à des marchés émergents qui sont perçus plus risqués que les marchés développés globalement d'un point de vue institutionnel, tout en ayant justement des mécanismes de garantie ou de dérisking sur les premières pertes. Et donc, du coup, c'est aussi une autre approche intéressante dans la stratégie d'allocation et d'investissement des investisseurs institutionnels. Philippe, est-ce que tu aimerais rajouter? Très peu, je pense que Zineb... OK, cool. On entend souvent dire que c'est difficile d'accès, d'investir dans la nature. Comment est-ce que vous avez un avantage comparatif ou une approche distinctive pour sourcer vos transactions? On va commencer avec toi, Bertrand. Oui, nous, on a une stratégie donc, qui est basée largement sur l'achat d'actifs. Et donc, ça nécessite d'avoir des gens sur le terrain. On ne fait pas des investissements dans des fermes en Australie en étant basé ici. On a une équipe à Sydney, etc., etc. Et on utilise la même stratégie dans d'autres domaines, que ce soit l'infrastructure ou les placements privés ou l'immobilier. Et donc, vraiment des équipes internes et puis boots on the ground, là, comme on dit, des bottes sur le terrain, super important. Surtout que c'est une classe d'actifs qui est, je dirais, naissante. Donc, il faut avoir des relations avec de bons partenaires et puis y aller prudemment, je dirais. Une autre option, c'est d'utiliser des fonds externes. Puis on a des représentants ici, vous avez de la pub gratuite. Mais pour des gens qui n'ont pas le luxe d'avoir la taille de la caisse et puis les équipes que nous, on peut avoir, d'utiliser des fonds, c'est une bonne stratégie parce qu'eux, ils ont des bottes sur le terrain. Philippe, est-ce que tu aimerais parler de votre stratégie distinctive? Oui, bon, je pense que comme la Caisse, nous aussi, on a nos propres équipes. Donc, on a des équipes pour chacune de nos plateformes, les Boots on the Ground. Par ailleurs, nous, on a toujours une approche très collaborative à cette classe d'actifs. Bertrand l'a mentionné. On pense que c'est une classe d'actifs qui est émergente, qui est en quelque sorte une évolution, peut-être de la classe actifs réels, ressources naturelles, etc. Mais ça reste qu'il y a beaucoup d'éléments innovants dans cette classe d'actifs. On est plusieurs à tenter de construire ce casse-tête pour voir comment est-ce qu'on vient bien structurer ces transactions, comment on les dérisque. Et puis, nous, depuis qu'on est investisseur dans cette classe d'actifs, on le fait en collaboration. On a travaillé beaucoup avec Mirova sur différentes plateformes. On va le faire bientôt avec Tikeo. On regarde des choses avec d'autres investisseurs, puis on pense que c'est vraiment... nous, on juge qu'on a une responsabilité aussi de venir creuser cette classe d'actifs et puis de travailler avec d'autres acteurs du milieu pour bien la structurer parce que Zineb l'a mentionné, on a une responsabilité fiduciaire de prendre en compte les risques de la nature, mais aussi, nous, on pense que notre responsabilité va au-delà et puis on doit trouver les façons d'investir positivement dans la nature parce qu'on est une caisse de retraite puis on investit à long terme. Jérémy, est-ce que vous avez des aspects distincts? Non, je crois que tout ce qui a été dit est marqué par le sceau du bon sens et l'expérience.
Évidemment, vous ne faites de bons investissements que si vous en êtes proche, que si vous maîtrisez un réseau local, que si vous êtes accompagné par des partenaires de premier plan, que ce soit pour investir en dette ou en équité, pour les sourcer. Et surtout, nous, ce que l'on voit dans la durée, c'est que c'est un petit peu ce que l'on dit quand on a le bonheur de convertir un client. Eh bien, en fait, faire un investissement, c'est un succès, mais c'est là que véritablement le travail commence, puisqu'il va falloir démontrer, accomplir la promesse de la valeur. Et nous, ce qu'on constate, c'est que dans la durabilité et dans l'accomplissement de la performance sur le moyen-long terme, la grande différence, quand notamment il y a des aléas, il y en aura sur le plan d'affaires, il y a toujours des bumps sur la route et des challenges qui sont souvent exogènes, qu'on ne peut pas anticiper. Et bien en fait, c'est d'avoir une équipe locale qui est capable d'avancer avec les mains dedans, qui est capable de collaborer avec le réseau local. C'est comme ça qu'on fait la différence et qu'ultimement on protège la valeur et qu'on minimise les aléas ou les additionnalités qui sont négatives. Merci. En termes d'indicateurs, donc on a tous des histoires à raconter, mais quels indicateurs en particulier préférez-vous, croyez-vous qui sont fiables? On peut commencer avec toi, Zineb. C'est un sujet important parce que de la même manière qu'on a parlé du sourcing, c'est une classe d'actifs qui est nouvelle, donc sur laquelle il y a très peu d'indicateurs aujourd'hui, ou en tout cas pas assez harmonisés pour pouvoir justement se baser sur des référentiels, on va dire standards, qui sont utilisés partout. Donc il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine-là pour pouvoir justement commencer à mettre en place des indicateurs qui permettent de mesurer, mais à la fois exemptés, puisque toute la sélection des projets se fait sur la base aussi des bénéfices qu'on va attendre ex post, sur l'impact positif, au-delà des aspects financiers, sur les aspects que ce soit environnementaux et sociaux. Donc pour chaque projet, il va y avoir une analyse approfondie sur la base à la fois des standards connus comme des standards Verra et autres, mais aussi sur la base de grilles environnementales, sociales et de gouvernance, en fonction du type de projet dans lesquels on investit, donc agriculture, forêt ou autre. Donc il va y avoir des critères qui sont spécifiques. Généralement, si on prend un projet, par exemple, de carbone, on va essayer de regarder des critères qui sont liés aux émissions de carbone évitées, qu'on va chercher justement à capturer à travers les crédits carbone. Donc ça va être un des éléments, sur les aspects environnementaux notamment. Ça peut être aussi la restauration des sols, la régénération des sols, par exemple, à travers l'agriculture. Donc tous ces éléments qui permettent de mesurer l'impact positif qui était recherché initialement. Donc il y a bien une notion d'intentionnalité dès le départ, au moment de l'investissement. Ensuite, il y a un point important qui est l'additionnalité. Donc qu'est-ce qu'on apporte à travers l'investissement et l'additionnalité dans l'impact. Le deuxième sujet, c'est les aspects sociaux. Sur des aspects sociaux, on essaie aussi, à travers les différents projets, de mesurer quel est l'impact social qu'on peut avoir en termes d'emplois créés, en termes aussi de diversité, donc l'intégration des populations, des femmes et autres. Donc quels sont les impacts positifs qu'on peut générer à travers ces différents projets-là, sécurité du travail qu'on apporte sur place, et aussi les bénéfices sur l'ensemble de la communauté. Donc c'est l'ensemble de ces critères-là qui sont mesurés. Et après, il y a un vrai sujet de traçabilité et puis de qualité de ces différents indicateurs. Et ça, c'est un enjeu très important et une source d'innovation importante aujourd'hui. Il y a de nombreuses technologies qui se développent, notamment à travers l'imagerie satellitaire et autres, qui permettent de mieux mesurer de plus en plus justement l'impact des différents projets sur la régénération des sols, sur l'impact de manière générale sur l'ensemble de l'écosystème vivant dans une zone où on a pu investir, où on a pu faire des choses. Et donc c'est aussi tous ces éléments innovants qui vont venir apporter aussi de nouveaux indicateurs qui continuent à se développer. Un des enjeux importants sur l'investissement dans la nature et sur lequel il va falloir adresser dans les prochaines années, c'est la connexion entre les différents impacts, que ce soit le climat, la biodiversité ou des sujets sociaux, arriver à connecter en fait ces différents indicateurs et avoir un impact positif au global. Parce que des fois, on peut avoir des impacts positifs sur un élément et des impacts négatifs sur l'autre. Donc c'est un des enjeux, c'est arriver à interconnecter ces différents indicateurs et mieux mesurer l'impact global d'un projet net au niveau de l'ensemble du projet. Merci Zineb. Est-ce que l'un de vous aimerait rajouter sur les choses que vous faites en complément?
De notre côté, ce qu'on a choisi pour être impactant, c'est le carbone. Pour nous, ce qui distingue l'impact de ce qui ne l'est pas, c'est simplement l'intentionnalité, la stratégie, c'est l'engagement en fait de la société dans laquelle vous déployez le capital, que vous soyez en dette ou en équité, à accélérer sa transition. Donc nous, ce qu'on va mesurer, c'est les économies de carbone, l'usage de l'énergie. Donc ce qu'on veut de manière assez triviale, c'est à périmètre constant, entre le moment où on déploie du capital et le moment où on développe l'activité, il faut que l'entreprise elle fasse plus avec moins. Donc on va regarder de manière assez concrète l'usage du plastique. Donc typiquement, on va, parce qu'on va prendre la majorité ou l'intégralité du capital, obliger d'une manière ou d'une autre l'entreprise à renoncer ou limiter son usage du plastique. Donc ça passe par des solutions extrêmement concrètes, que ce soit, admettons, l'usage des bouteilles d'eau dans une entreprise, remplacé par des fontaines à eau ou par de l'eau en circuit fermé et éventuellement dépolluée, renouvelée. Ça, c'est un exemple. Ça va passer aussi par admettons, des entreprises de transport ou des champions de la logistique. On va les amener à utiliser évidemment des moteurs électriques ou des moteurs hybrides ou éventuellement à digitaliser, par exemple, la gestion de leur trafic, et la circonférence de leur zone de couverture camion par camion, et donc on va les inciter à rouler par exemple plutôt la nuit que le jour. De cette manière, les véhicules n'auront pas le recours à l'air conditionné et pourront circuler avec une vitesse qui soit, disons, constante, parce qu'il y aura beaucoup moins de trafic qu'en journée. Voilà un petit peu des exemples concrets. Si on fait de l'immobilier, ce qu'on va s'imposer, ce sont des engagements de consommation énergétique pour les locataires. Donc entre le moment où on va acheter un actif, le transformer, et le moment où on va effectivement l'opérer, eh bien, on sera capable d'avoir une activité dans un horizon où on consommera plus d'énergie, voire on générera du crédit carbone. Tout simplement parce qu'on aura réalisé des économies, parce qu'on aura imposé aux locataires derrière de régénérer du crédit carbone par son usage ou par des additionnalités qui soient positives, parce qu'on aura reverdi la zone, on aura planté les arbres, on aura fait attention à la biodiversité, et donc parce qu'on aura replanté, on aura généré de l'ombre, on aura généré également de la respiration, et donc ce facteur-là sera difficilement quantifiable. Par contre, les éléments qui seront plus facilement à portée de main, comme la consommation énergétique au sein du bâtiment après qu'on l'ait rénové, ça c'est immédiatement opposable, puisque vous comparez une consommation à date par rapport à une consommation pré-isolation et rénovation. Et par conséquent, vous prenez un engagement, vous en tant que gestionnaire de capitaux, de dire si mon locataire est insatisfait, s'il a consommé plus, alors c'est un échec de mon côté, et la proportion que je n'ai pas sauvée sur le carbone, eh bien je vais la réinvestir en utilisant une partie de mes frais de gestion, et je vais moi-même planter davantage d'arbres ou favoriser par des initiatives concrètes et locales le développement de la biodiversité. Donc pour nous, c'est le carbone, c'est la quantification, et c'est la logique de faire plus d'activités avec moins d'énergie, ou en tout cas de l'énergie qu'on va recycler en circuit fermé. Jérémy, on va poursuivre avec toi. C'est quoi les plus grands obstacles pour qu'il y ait plus d'investissement dans la nature? Est-ce que c'est politique, liquidité, taille des projets, ainsi de suite? C'est quoi le plus gros frein? Il y a beaucoup de rhétorique, et aujourd'hui, investir durable, ça a mauvaise presse. Heureusement, il y a des acteurs comme Fonds d'Action localement, la Caisse à l'échelle globale qui ont pris des initiatives, qui les renforcent, et on ne peut qu'être admiratif devant la politique et l'ambition de la Caisse qui double down quand d'autres acteurs, notamment les banques en Amérique du Nord, ont décidé, en tout cas dans la presse, de freiner. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les principaux challenges, c'est de divulguer des exemples concrets en montrant que investir durable, c'est finalement assez logique, comme on l'expliquait sur les data centers un peu plus tôt, et que ça ne se fait pas du tout au détriment de la rentabilité. Donc il ne faut pas seulement focaliser sur ressources naturelles, c'est investir durable, c'est absolument logique que vous fassiez de l'immobilier, de la dette, de l'équité, de l'infrastructure, et donc je pense qu'il faut vulgariser ce concept-là. Merci, Jérémy. Bertrand, toi, pour une grande institution comme la Caisse, c'est quoi le plus grand enjeu? Je dirais que pour nous, la
taille des dossiers est un enjeu parce qu'on est gros et donc on cherche des gros tickets. Mais dans ce secteur-là, c'est quand même assez difficile. Et puis il y a un enjeu politique, surtout dans les pays étrangers. Si on arrive et qu'on dit on va acheter 3 milliards de dollars de terrain, les gens vont dire il y a les Canadiens qui achètent le pays, qu'est-ce qui se passe? Alors que quand on fait un investissement renouvelable de 3 milliards, il n'y a personne qui pense à quoi que ce soit. Donc il y a cet aspect politique. Il faut faire aussi très attention aux risques réglementaires. Le marché du carbone, etc. C'est des choses nouvelles il y a du risque politique là-dedans, il y a du risque réglementaire. Donc il faut faire très attention, mais on est encouragé. Les choses avancent, on a commencé. Il y a différentes avenues pour accéder à ces investissements et donc on entend continuer. Philippe? Je pense que je reprendrai le point sur les enjeux réglementaires. C'est sûr que nous, on investit dans les marchés du carbone depuis 2017. On a fait face, maintenant, on est à la deuxième administration Trump avec les hauts et les bas. C'est des marchés qui ne sont pas pour les cœurs sensibles. Il y a parfois de la volatilité, mais on pense qu'à long terme, c'est des marchés qui offrent beaucoup de potentiel de croissance. Puis on pense à la même chose dans les actifs, disons, les actifs réels, par exemple, l'agriculture ou la foresterie, on voit énormément de potentiel qui sont peut-être un peu moins assujettis à des risques réglementaires pour la partie commodité. Ceci dit, il y a des signes qui sont très encourageants provenant de différents marchés, notamment l'Union européenne avec son règlement sur l'importation des produits issus, qui n'ont pas causé la déforestation, la dégradation. On voit des signes quand même très encourageants pour encourager les changements de pratiques dans les chaînes de valeur de différents produits. Les tarifs carbone aux frontières aussi qui s'en viennent, je pense que ça envoie des signaux assez positifs pour investir dans cette classe d'actifs. En Amérique du Nord, on a plutôt des engagements assez volontaires de la part des investisseurs, ce qui crée certains défis, mais en même temps, pour les first movers, on voit qu'il y a des opportunités assez intéressantes de se démarquer puis de venir prendre une position intéressante dans les marchés. Zineb? Je rejoins ce que mes copanélistes ont dit sur les enjeux réglementaires, bien évidemment. Il y a aussi des enjeux de standardisation, notamment tout ce qui va être lié à la mesure, les mesures d'impact et la qualité des projets. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de bruit, on va dire, négatif autour du carbone notamment. Et donc c'est important d'avoir des standards qui sont reconnus et qui sont des références internationales pour l'ensemble des investisseurs, pour rassurer justement les investisseurs sur les projets et sur la qualité des projets sur cette classe d'actifs. Je pense que ça, c'est un enjeu qui va être très important, d'arriver à des standards. On commence à voir déjà des réglementations européennes se mettre en place. On a aussi des références comme la TNFD et autres qui vont permettre aussi d'imposer ou en tout cas de poser un cadre comme ça a été pour le climat, pour la nature également, et donner des références qui permettent de mieux apprécier ces enjeux-là. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est la scalabilité des investissements dans la nature. Je pense que c'est un enjeu important si on veut sortir de la niche et être vraiment dans une classe d'actifs qui pèse. On a besoin de passer à l'échelle sur les investissements dans la nature. Ce qu'on se rend compte, notamment nous qui sommes très présents dans la partie pays émergents, c'est que les mécanismes comme la blended finance sont essentiels et incontournables aujourd'hui parce que, comme j'ai dit précédemment, c'est des investissements qui sont perçus comme très à risque, sur lesquels il y a beaucoup d'appréhension de la part des investisseurs institutionnels. Et c'est important d'avoir ces capitaux catalytiques qui vont permettre justement de ramener d'autres capitaux commerciaux et de permettre d'investir à plus grande échelle sur ces projets-là et donc d'aller plus loin. Donc vraiment, c'est des enjeux très importants à prendre en compte qui vont permettre aussi de continuer à investir dans les projets nature. Si on poursuit avec la dernière question avant qu'on amène les questions à la salle. Pour toi, Zineb, comment coexistent les responsabilités fiduciaires et les investissements dans la nature? Les deux sont indissociables, j'ai envie de dire. Comme ça a été dit ce matin sur le fait qu'on a atteint les sixièmes limites, on a franchi la 6e limite planétaire. Donc ça, c'est un état de fait. Aujourd'hui, 40% des sols sont dégradés. 50% du PIB dépend de l'économie et des services écosystémiques. Et on a à peu près, les pertes de biodiversité, elles causent à peu près 20 000 milliards de dollars de valeur économique de pertes tous les ans. Donc ça, ce sont des faits.
chiffrés qu'on arrive à démontrer et qui montrent qu'il y a vraiment un lien direct entre les services, on va dire, que peut rendre la nature et l'aspect économique. Et tout ça crée quand même des risques d'instabilité macroéconomique majeure, puisque ça crée des perturbations dans les chaînes de valeur, des inflations importantes dans les prix. Ça crée aussi des sujets de migration qui sont très importants. Donc, tous ces aspects-là sont des choses qui sont réelles. Ce sont des faits aujourd'hui qu'on constate. Ce ne sont pas des problèmes futurs, ce sont des problèmes d'aujourd'hui et qu'on doit adresser. Et donc, partant de ce principe, on ne peut pas dissocier les sujets de nature de la responsabilité fiduciaire, parce que la responsabilité fiduciaire, c'est de prendre en compte tout ce qui va avoir un impact sur la valeur de l'investissement, donc positif ou négatif. Et ce qu'on constate, c'est que la nature a aujourd'hui un risque, on va dire négatif, qui est associé, mais il y a aussi un impact positif, puisqu'on est en capacité de démontrer tous, avec les exemples qu'on a montrés, qu'on peut investir dans la nature et générer aussi un profit économique positif, au-delà de l'impact positif qu'on recherche à travers la restauration de la biodiversité ou adresser les enjeux climatiques. Donc, partant de ce principe, je dirais que les deux sont indissociables. Merci. Jérémy? Merci. Pour relayer ce que disait Zineb, pour nous, c'est évidemment indissociable. Si vous regardez, si vous comparez en fait les générations de richesse par pays, c'est très intimement corrélé à, en tout cas, la souveraineté énergétique. Donc aujourd'hui, préparer ou organiser une transition de l'énergie pour ne pas dépendre que des fossiles, c'est absolument vital pour une économie, qu'elle soit locale ou globale ou multilocale. Si vous regardez les enjeux climatiques, c'est quand même aujourd'hui une évidence pour chacun d'entre nous. Si vous faites de l'immobilier, en l'occurrence, vous allez être exposé à des zones inondables, à des zones qui vont être éventuellement sujettes à des feux de forêt. On l'a vu ça récemment en Californie, on l'a également vécu au Canada. Donc aujourd'hui, effectivement, dans une logique fiduciaire, si vous avez une perspective d'investissement moyen ou long terme, il nous semble qu'effectivement c'est une faute professionnelle de ne pas considérer les enjeux climatiques ou de transition énergétique dans votre allocation. C'est quelque chose qui s'impose à chacun d'entre nous si on a une perspective d'investissement long terme et rentable. Merci. Bertrand, est-ce que tu aimerais rajouter? Je dirais simplement qu'on est entièrement d'accord. On a double down, comme ça a été dit, en annonçant 400 milliards de dollars dans la transition énergétique, tous les aspects climatiques, l'agriculture durable, les enjeux de nature sont inclus là-dedans. À l'horizon 2030, et puis on fait ça pour générer du rendement, pour s'assurer que les sociétés en portefeuille sont aussi préparées pour l'avenir. Les questions climatiques, les questions de biodiversité, c'est des enjeux qui sont critiqués aujourd'hui par certains, mais la réalité, elle est là, elle est visible par tous, et donc forcément que l'humanité va revenir à cet agenda-là. Et donc, il faut investir, il faut préparer l'avenir et s'assurer que les sociétés en portefeuille sont équipées pour faire face à ce qui s'en vient. Et donc, de le prendre en considération et puis d'investir pro le climat, la nature, etc. C'est absolument essentiel aujourd'hui. Philippe, est-ce que tu aimerais rajouter? Il peut rajouter, mais je dirais peut-être qu'à quoi bon investir dans un futur où la nature n'est pas restaurée, ne nous permet pas de vivre pleinement. Nous, quand on regarde notre mission comme fonds de pension, on se dit que nos épargnants, ils veulent qu'on leur crée un futur où il fera bon vivre. Et au rythme où on perd la nature en ce moment, au rythme où se transforme notre monde à cause des changements climatiques, ça va de soi qu'on a une responsabilité de restaurer cette nature puis d'y investir de façon positive. Merci beaucoup. Il est 4h30. Je procéderai à quelques questions, s'il y en a dans la salle. Oui? Merci, David, avec Atelier pour la biodiversité. Vous êtes tous engagés pendant la COP15, justement, là, à faire ce que vous faites aujourd'hui. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour ça, d'être là et de parler des investissements possibles pour la nature. Il reste 5 ans pour mettre en œuvre le plan nature, la stratégie canadienne pour la nature, puis le cadre économique Montréal.
Puis le but est simple, ne plus détruire de nature et seulement restaurer de la nature. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste aujourd'hui que d'ici 2030, à l'échelle de vos fonds et de vos portefeuilles, que vous investissiez seulement dans des projets positifs pour la nature? Si ce n'est pas possible, pourquoi? Excellente question. Qui veut se risquer? Je ne répondrai pas exactement à la question, mais j'essaierai quand même un petit peu. Bon, Ce qu'on met dans les portefeuilles, c'est un choix. Donc, on peut privilégier certains secteurs ou certaines façons de faire versus d'autres. On peut faire du best in class plutôt que du worst in class. Donc, bon. Et puis, ce qu'il y a dans les portefeuilles, ça reste à la discrétion de nos collègues en investissement. Mais je dirais que sur la nature spécifiquement, on a un manque cruel de politique publique. Je dirais les efforts de l'Union européenne concernant, ça a été mentionné tout à l'heure, concernant les interdictions d'importation de produits qui dommagent la nature ou les droits humains, c'est un bon début. Mais la même Union européenne a autorisé et réautorisé l'utilisation de certains pesticides pendant 10 ans. Donc, des politiques qui sont un petit peu contradictoires si on s'intéresse vraiment à la protection de la nature. Il faut voir que l'agriculture est le domaine qui est le plus dommageable pour la nature. Évidemment, la déforestation aussi, et puis ça, il faut arrêter hier. Mais ce qu'il faut faire, c'est réformer l'agriculture, réformer les façons de faire, et c'est très, très, très compliqué. Donc ça va prendre du temps, mais on a besoin de politique publique. Est-ce que quelqu'un veut oser une réponse directe? À notre échelle, chez Tikeo Capital, oui, ça nous semble, en tout cas à notre échelle, dans ce qu'on fait, réaliste que dans les produits que l'on façonne, on soit pleinement respectueux de la nature. Comme je l'ai dit, nous, on a choisi le climat et donc les économies de carbone. Donc, si vous investissez avec nous, vous revendiquez non seulement un profit, mais également une économie de carbone. Vous n'allez pas la trader sur un marché. Ce n'est pas un crédit carbone que vous allez vendre à un pollueur. C'est que simplement, vous allez dire, si le fonds économise tant de gigawatts au travers de son action en économie d'énergie, eh bien, vous allez revendiquer votre proportion de cette économie d'énergie dans vos rapports. Et ces rapports, on les produit en interne, on les fait valider en externe. Aujourd'hui, 80% des nouveaux fonds que l'on façonne, que l'on vante à nos partenaires, à nos investisseurs, ils sont respectueux du normatif article 8 et article 9 en Europe. Donc on est bien au-delà de l'ESG, on est dans une démarche intentionnelle d'impact et en faveur du climat et de la décarbonation. Maintenant, sur la capacité à l'échelle mondiale d'agir et de ne pas passer le point d'inflexion 2030, non, malheureusement, ça semble aujourd'hui hautement improbable qu'on soit capable globalement d'accomplir cette cible-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas tous collectivement essayer. On a cette responsabilité, comme on l'a dit. Donc, le plus et le plus vite on fera ensemble et le plus on se donnera les chances d'accomplir. Ce qu'on peut considérer, c'est qu'à l'échelle de l'épargne mondiale, en réalité, si on mettait au travail, selon les projections, entre 1 et 5% de l'épargne mondiale et qu'on investissait tous immédiatement en faveur de la transition énergétique, que ce soit en tech, mais beaucoup plus que ça, il nous semble qu'on est beaucoup plus impactant sur toutes les solutions qui existent aujourd'hui, qui sont tangibles, plutôt que la tech qui a un enjeu quand même de scalabilité et d'adoption par le marché. Mais comme on le disait un peu plus tôt sur ce panel, l'agriculture, tout ce qui relève de la consommation d'énergie au niveau du bâtiment, si vous considérez l'électrification du transport, la grille d'électrification et la grille énergétique pour amener des solutions qui complètent le fossile. Si vous regardez également tous les enjeux de supply chain, vous avez des économies d'énergie colossales à réaliser. Donc en pratique, oui, c'est possible. Par contre, il faut une action et il faut aussi que cette action en termes d'investissement, elle soit soutenue par les lobbies, par les politiques et qu'elle soit encouragée et vulgarisée pour montrer que c'est possible. Et c'est là où le bât blesse aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, je remercie tous les panélistes qui ont participé à cette séance. Et je cède la parole à notre architecte de la journée, François Boutin-Dufresne.
Merci François, merci aux panélistes, merci à tout le monde d'être venu avec nous aujourd'hui. Vous savez, c'est la seconde édition de la conférence Naturix, donc on construit un peu sur le succès de l'an dernier. Je pense que ce qui est le plus réconfortant à voir, c'est que chacun d'entre vous est tout de même engagé dans votre mission, peu importe le secteur dans lequel vous travaillez. On sait, comme je l'ai dit ce matin, que ce n'est pas nécessairement évident de se lever à chaque matin pour essayer de trouver des solutions qui sont, disons, amicales pour l'environnement en ce moment, malgré le contexte. Mais je veux juste dire aussi que ça vient de nous maintenant. On a une responsabilité encore plus grande puisqu'il y a un certain recul qui se voit, en fait, au niveau des gouvernements. Ça veut dire que nous, dans l'industrie, nous, dans le secteur académique, nous, dans le secteur financier, par exemple, ou même dans les startups, c'est à nous de se lever, de faire quelque chose. Il n'y a personne d'autre que nous qui allons le faire. Donc, c'est un message peut-être encourageant. Puis je vais reprendre un peu les mots qui ont été dits par Grégoire Baillargeon ce matin. On va essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et déjà, ça va nous aider à faire du progrès. Donc, on arrive peut-être à la séance la plus fun de la journée. On va passer au cocktail dans quelques minutes. Donc, je vous inviterai à passer à la salle Claude Séguin, qui est la salle où nous avons pris le lunch aujourd'hui. Puis, encore une fois, je vous remercie de votre participation. Vous pourrez surveiller nos channels pour qu'on va remettre ça ici aussi sur Internet, YouTube. On va faire un peu de ménage dans la vidéo. On vous remercie encore et on espère vous voir au cocktail et aussi l'an prochain à la même période de l'année. Merci beaucoup.